Bonjour et bienvenue au 39e épisode de Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Aujourd'hui, notre thème sera les chemins d'Alexander Pfister. Dans ce duel, je vais défendre le jeu Great Western Trail Argentina. Et toi, Sam? Moi, je vais vous parler de Maracaibo. Mais avant de parler de tout ça, on veut faire deux retours aujourd'hui. On veut faire un retour sur notre épisode de l'an passé pour commencer. C'était les duels à 3 où on avait un invité spécial, David de Couteau, de Professeur Board Game. C'est ça. Le thème, c'était les jeux qui sont à leur mieux à 3 joueurs, étant donné qu'on était 3 personnes. Et moi, je suis allé avec le jeu 3. C'est full concept. Je me tente jamais de cette blague-là. Donc 3, c'est un euro très laid, mais vraiment bon, dans lequel on va drafter des dés pour aller placer nos ouvriers dans les quartiers de la ville pour essayer de faire des combos qui vont nous aider à réaliser notre objectif secret. C'est un jeu qui est plein d'interactions parce qu'on peut aller acheter les dés des autres puis on n'a pas le choix de dire oui. Il y a des tours on peut penser qu'on va avoir plein d'actions qu'on va pouvoir faire, puis là, finalement, on se fait acheter tous nos dés, fait qu'on se rend avec plein d'argent, mais comme on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est des combos qui vont se découvrir au fur et à mesure que la partie avance. Un vraiment bon jeu de gestion de ressources, puis qui est très coupe-gorge au final. C'est particulier à quel point ça peut être frustrant de se faire voler ses dés. Mais si on n'est pas pire, il y a moyen de s'en sortir par après puis de se venger sur nos amis, qui deviennent tranquillement pas vite nos ennemis. C'est ça, parce que l'ordre du tour a changé à chaque tour. Fait que quand on est premier, on a plus de choix de dés. Quand on est dernier, des fois, il y a moins de choix. Fait que faut vraiment essayer de maximiser nos opportunités quand ils sont là. Puis deviner c'est quoi l'objet. Parce que tout le monde a son objectif secret qui peut rapporter des points, mais il va rapporter des points à tout le monde. Fait que je fais pas juste scorer le mien, je vais scorer lui à Vincent puis lui les autres aussi. Donc si je vois que Vincent il accumule plein d'influence, ben peut-être que je vais me dire il doit avoir l'objectif d'influence, fait qu'il faudrait que j'en fasse moi aussi, tu sais. Ouais, puis à ça il y a moyen justement de fourvoyer vos opposants en allant en leur ramenant des fausses pistes. Mais bon, faut pas trop aller loin dans notre fausse piste parce que c'est pas bon pour nous autres non plus. C'est ça. Donc c'est un jeu que je recommande encore. J'y joue souvent sur Board Game Arena. En personne, je refuserais jamais d'y jouer non plus. Là. Un excellent jeu. 3 de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban. Publié par Pearl Games qui malheureusement ont plié bagage récemment. Donc on va passer du coupe-gorge au poignard dans le dos parce que de mon côté, j'avais défendu le jeu A War of Whispers. Donc c'est un jeu de contrôle de territoire, mais qui est pas tout à fait un contrôle de territoire, dans le sens où on n'est pas lié à une faction comme telle, mais on a plutôt des allégeances variées aux différentes factions qui se tapent dessus. Puis on a une faction que si elle contrôle beaucoup de territoire, on fait 2 points. On fait 2 points par territoire, une qu'on fait 1 point par territoire, une qu'on fait pas de points, puis une qu'on perd des points. Fait qu'il faut un peu influencer les différentes nations pour qu'ils se tapent dessus de sorte que on maximise nos points. Puis tous les joueurs n'ont pas nécessairement les mêmes allégeances. On peut les changer à certains moments dans la partie si on voit qu'on est mal pris. Fait qu'on a quand même moyen de retourner sa veste de bord à certaines occasions. Mais quand on fait ça, on révèle notre jeu à nos adversaires parce que là, on va être obligé de mettre face ouverte les factions qu'on a échangées. Exactement. Fait que là, tout le monde voit notre jeu, puis là, justement, souvent, c'est une bonne occasion de poignarder nos alliés puis de s'assurer que nos opposants soient défaits. Le mécanisme principal, c'est une sélection d'actions. Donc, on va avoir des espions, des agents, qu'on va positionner sur le tour du plateau.
Puis la twist, c'est que dans le fond, on va mettre notre agent pour effectuer une action, mais selon notre position sur la suite d'actions pour une faction donnée, on peut faire plus qu'une action. On fait dans le fond toutes les actions qui précèdent notre action de choix, mais des gens peuvent se placer devant nous par la suite pour que eux puissent faire les dites actions. Fait que c'est ça, c'est un peu c'est beaucoup de politique, tu sais, on se regarde, on sait pas qui est avec qui, on essaye de maximiser notre d'aider le plus possible la faction avec laquelle on est allié, mais on veut pas trop que ça paraisse parce qu'il faut pas que les autres se mettent à taper dessus puis à la réduire en néant. Puis c'est un jeu qui se joue assez vite aussi. Donc c'était A War of Whispers, designé par Jérémy Stoltzfus et publié aux éditions Galacta. Puis notre ami David, lui, avait défendu le jeu Tyrants of the Underdark, qui est un jeu de deck building et de contrôle de territoire qui est dans l'univers de Donjons Dragons. Puis où on va être des familles de drow, donc d'elfes noirs qui essayent de magouiller pour prendre les dessus du genre de Underworld, du Underdark en fait là. Puis qui sont pas toujours gentils avec leurs employés. D'où le nom. Et donc c'est ça, on va jouer des cartes qui vont nous permettre d'étendre notre influence sur le plateau. Il y a une twist assez intéressante que quand on détruit des cartes de notre deck, dans le fond, on fait comme les promouvoir dans notre cercle de conseillers, si on veut. Fait qu'ils vont valoir plus de points à ce moment-là. Parce que toutes les cartes qu'on achète vont valoir des points en fin de partie. Notre présence sur le plateau va avoir des points aussi, mais les cartes qu'on a retirées du deck vont valoir encore plus de points. Puis plus une carte est forte, plus elle vaut de points quand on la retire, donc c'est tout le temps touché de savoir, tu sais, d'habitude dans un deck building, la stratégie c'est de se débarrasser de ces cartes poches, mais là c'est pas ces cartes-là qui valent nécessairement le plus de points, puis dépendant du timing de la partie, si on est en début de partie, on veut pas se débarrasser de nos meilleures cartes, mais en fin de partie, ça peut vraiment valoir la peine parce que ça va nous donner beaucoup de points, mais on sait pas exactement quand la fin de la partie va arriver non plus. Fait que c'est un jeu qui est quand même assez cool. Moi, malheureusement, j'y ai pas rejoué, là, pas plus qu'à War of Whispers d'ailleurs, là, mais c'est deux jeux que je serais toujours partant pour jouer si l'occasion se présente. Mais qui sont quand même moins bons que 3. Donc, ça met la fin à notre premier retour. Notre deuxième retour, c'est par rapport à l'événement, le défi Joudon, auquel on a participé. On aimerait saluer aussi les membres de notre équipe qui ont participé avec nous à l'événement. Donc, je remercierai Dominique, Cédric, Laflèche, Guillaume et Marie, qui ont porté fièrement leur t-shirt Board Game Duel lors de l'événement. Ça a été un super bel événement. Je pense que ça a été une belle réussite, là. On a toutes les équipes ensemble, on a réussi à accumuler au-dessus de 40 000 $ finalement. Il y avait un objectif de 30 000 $. Donc, pour une première édition, je pense qu'on peut que se réjouir de ce beau succès-là. Puis, ça a été vraiment une belle journée. C'était plein de passionnés de jeu. Il y avait une file d'attente le matin à 9h pour rentrer, pour pouvoir commencer à jouer. Puis c'est ça, il y a eu beaucoup d'activités de toute la journée. Là. Il y avait des jeux, mais il y avait aussi des conférences, d'autres trucs. Là. Donc vraiment un bel événement. Si vous l'avez manqué, moi je vous invite fortement à y aller l'année prochaine parce que je suis pas mal sûr que ça va revenir. Ouais, non, étant donné le succès qu'ils ont eu, je serais pas surpris non plus. Fait que c'était vraiment une belle journée. On a joué à plein de jeux. Pour en nommer quelques-uns, on a joué à Tiletum, Heat, Anomia, Guards of Atlantis, dans lequel on a fait un duel, justement, Team Sam contre Team Vince, et dans lequel on a encore une fois donné la supériorité à Team Vince face à Team Sam. C'est drôle parce que ces temps-ci, à chaque fois qu'on joue à Guards, c'est moi qui gagne. Ouais. En même temps, je pense que si on fait la moyenne de toutes nos parties, j'ai encore une fiche gagnante contre toi. Ouais, je pense aussi, surtout les premières parties, ça prend un certain temps avant de maîtriser. Beat, ouais. Mais ouais, fait que c'est ça, c'était vraiment une journée vraiment cool. Puis on va sûrement être de la partie l'année prochaine aussi, je pense. Puis tu parlais de Team Vince et de Team Sam, mais faudrait aussi parler de Team Marion parce que dans le dernier épisode, on rappelle, on a fait un draft de collection.
Puis à date, mettons que Vincent s'enligne pour être le perdant. Mais puis on avait dit que le gagnant allait pouvoir imposer une conséquence au perdant. Donc on va laisser encore quelques jours, disons, à partir du moment où cet épisode-là va être disponible pour aller finaliser vos votes. Puis après, on pourra décider de la dite conséquence. D'ailleurs, on attend toujours des suggestions pour ça. Ouais. Mais j'allais dire, tu sais, en même temps, les choix de Marion étaient particulièrement bons. C'était la moitié de ses choix étaient dans mes choix aussi, tu sais, fait que c'est comme difficile pour moi de pas être d'accord avec sa sélection. En tout cas, à date, c'est elle qui mène. Mais c'est quand même serré avec moi. Puis il y a Vince quelque part en arrière. Ouais. Je pourrais aller voter pour elle, mais contre moi en même temps. Donc, je pense que ça fait le tour de nos petits retours. On va pouvoir parler maintenant des jeux auxquels on a joué récemment. On va commencer par toi, Sam. Tu m'as parlé du jeu Tidal Blades Banner Festival, pour lequel l'esthétique m'attire particulièrement. Ça me fait penser à Chrono Trigger. Là. Je pense que c'est peut-être la grenouille sur le dessus qui m'influence, là, mais en tout cas, il me tapait l'œil, puis j'ai hâte de t'en entendre parler. Oui, donc c'est un jeu de J.B. Howell, Michael Mihalcik, puis ça a été publié par Droid City Game. C'est un jeu dans l'univers de Tidal Blade, là. Ils sont rendus avec toute une lignée, là. Je pense que lui, c'est le deuxième qui est sorti. Les jeux, oui, ils sont dans le même univers, mais mécaniquement, ils se ressemblent pas du tout, là, de ce que je connais, là. C'est le seul auquel j'ai joué, là, mais de ce que j'ai entendu des autres, ça se ressemble pas bien, ben. Puis en fait, ce jeu-là, il ressemble pas vraiment à aucun autre jeu que j'avais déjà joué, donc j'ai vraiment apprécié son originalité. Il est un petit peu difficile à décrire, là. Dans le fond, thématiquement, on est comme des espèces de marchands de fruits dans un espèce de petit village tropical, paradisiaque. Il y a comme des échoppes sur des pilotis, puis là, on se promène en moto marine d'un quartier à l'autre pour aller vendre nos affaires. Ça, c'est la thématique. Je sais, c'est super générique, puis tout le monde fait ça tout le temps, là, mais bon. Un tour de jeu, comment ça va fonctionner, c'est que tous les joueurs vont simultanément jouer une carte de leur main. Puis les cartes vont avoir des valeurs, puis des couleurs. Il y a 4 couleurs de cartes, puis comme chaque couleur a des cartes qui vont de 1 à 9 ou 11, là, je suis plus certain, mais bref, toutes les mêmes valeurs. Puis, selon la carte qu'on va jouer, on va être ranké par rapport aux autres joueurs. Donc, la carte la plus forte va être qui gagne ce round-là, si on veut. Puis la plus faible va être le perdant, puis toutes les autres vont être dans le milieu. Puis, quelle couleur est plus forte que l'autre, ça va changer d'un round à l'autre. Puis les joueurs ont comme un peu de contrôle là-dessus. Puis si je gagne la main, si on veut, que je suis le premier dans le ranking, ça va faire que je vais avancer ma moto marine sur le plateau. Le plateau, c'est comme une espèce de cercle. Puis là, il y a comme une gate qui appelle, une genre d'arche, qui se trouve être là que le marché ambulant se déplace, si on veut. Puis si je gagne la main, je vais avancer ma moto marine jusqu'à cette gate-là. Peu importe j'étais où dans le cercle. Si je suis juste en arrière, c'est pas très payant, mais si je suis déjà dessus, dans le fond, je fais un cercle complet. Puis à toutes les fois qu'on fait le tour du cercle, c'est comme au Monopoly, là, tu passes go puis tu réclames 200$. Ah oui? Mais pas tout à fait. En fait, dans le fond, tu vas marquer des points. Plus tu fais de tours, plus tu vas marquer de points à la fin de la partie. Donc c'est cool d'avancer. Mais en même temps, c'est cool d'être deuxième, parce que quand t'es deuxième ou dans le milieu, en fait, là. Parce que quand t'es dans le milieu, ce que ça fait, c'est que tu vas aller placer un de tes disques dans le quartier où est la gate en ce moment. Puis là, après un certain nombre de tours, on va, dans le fond, scorer les majorités dans chacun des quartiers. Donc, la personne qui a le plus de disques, là, à ce moment-là, va faire plus de points, puis le deuxième en fait un petit peu, puis ça continue comme ça. Puis en plus, où est-ce que tu places ton disque, ça peut aussi te donner des bonus de plus. Fait que, puis ça va dépendre de la couleur de la carte que tu as jouée, en fait. Puis finalement, si t'es le dernier du round, tu vas faire le pouvoir qui est écrit sur la carte. Chaque carte a comme un pouvoir unique. Et plus la carte est forte,
plus le pouvoir est cool, mais moins que t'as de chance d'être dernier avec, tu sais. Fait que, à tous les tours, tu te demandes, bon, je veux-tu finir premier, mais là, si la guide est pas loin de ta moto marine, c'est pas tant intéressant. Finir dans le milieu, tu sais, ça te permet de te placer pour scorer des points. Finir dernier, les pouvoirs des cartes peuvent aussi te permettre de placer des disques ou d'avancer ta moto marine ou de carrément faire des points. Fait que tu sais, c'est un peu comme dans Brian Boru qu'on a déjà parlé. Des fois tu veux gagner, des fois tu veux perdre. Ça dépend vraiment de la situation du plateau pis tout ça. Puis ce qui est cool, c'est que tu sais jamais tu sais, si ta carte, elle va-tu être forte finalement? Parce que si tout le monde essaye de perdre, tout le monde va jouer des cartes plus faibles. Fait que tu peux penser que t'as des bonnes chances de finir dernier, puis finalement tu te ramasses premier, puis l'inverse peut aussi être vrai. Donc il y a beaucoup de mind game, beaucoup de gamble, si on veut, sur la carte que tu vas jouer. Puis faut que tu essaies de jouer les cartes au bon moment, puis en plus quand tu finis dernier, c'est toi qui fais avancer la gate pour le prochain tour, fait que tu peux un peu décider dans quel quartier que ça va aller, donc quelle couleur va être plus forte que les autres, fait que tu peux tu sais, si t'as beaucoup de cartes d'une couleur puis tu vas absolument être premier, mais tu peux t'arranger pour que cette couleur-là soit plus forte ou tu sais. Fait que, oui, il y a du hasard puis il y a de l'incertitude parce que tu sais pas ce que les autres vont jouer, mais t'as quand même un peu de contrôle quand tu finis dernier, tu sais. Je viens de voir, Sam, en plus, que tu sais, j'aimais bien les dessins du jeu, mais au final, je viens de voir aussi que l'artiste en question vient du Québec. C'est cool, ça. Oui, c'est ça, c'est Lina Cossette, qui a fondé un studio d'art qui s'appelle Mr. Coddington. Puis c'est ça, ils sont installés au Québec. Ils ont fait des illustrations de Brass Birmingham, Brass Lancashire, fait aussi Aridia de Path with Their Thread, qui était un gros Kickstarter il y a un certain temps. Santorini aussi a été illustré par eux. Il y a vraiment une belle collection. Je les connaissais pas. Puis finalement, c'est ça, Ben maintenant que tu parles de Santorini, le style peut ressembler un petit peu, là. C'est, tu sais, un peu cartoon, coloré, bright, tu sais, ça fit avec l'espèce de thème qui se sont donnés, là. Ouais, un peu exotique, là. Tu sais, t'as le goût. Tu vois le dessin, t'as le goût d'aller plonger dans l'eau puis de te baigner parce que l'eau a l'air bonne. Ouais, c'est ça donne le goût de partir en vacances dans le sud. Donc, pour aller voir, j'ai mis des photos sur notre Instagram de Tidal Blade Banner Festival. Donc, en parlant d'aller dans l'eau, ben le jeu que je vais vous présenter, c'est un jeu qui pourrait techniquement se jouer dans l'eau, parce que c'est un jeu de cartes avec des cartes en plastique qui ne peuvent pas être mouillées. C'est une des caractéristiques de cette série de jeux-là, qui s'appelle qui est la série de jeux Gloom. Dans mon cas, je vais vous parler de Cthulhu Gloom, parce que Cthulhu, tout le monde, je pense que c'est plus un secret pour aucun auditeur que j'aime beaucoup l'univers de Lovecraft. Donc, dans le jeu Gloom, l'objectif, c'est de tuer la famille, notre propre famille. Dans le cadre de Cthulhu Gloom, on a des personnages du mythe de Lovecraft où on a des hybrides d'hommes-poissons qu'il faut assassiner. Puis l'idée, c'est qu'il faut tuer notre famille, mais aussi en leur faisant subir le plus de désespoir possible. Fait que c'est un peu macabre comme thématique, mais moi je trouvais ça intéressant. L'autre truc qui fait partie des composantes, c'est que les cartes sont en fait en plastique, mais pour la raison qu'elles doivent être transparentes. Puis on va empiler des cartes. Chaque carte va avoir un dessin au centre et des valeurs sur les côtés, des valeurs et des symboles. Puis à chaque fois qu'on va empiler des cartes, ben en fonction d'où sont placés les symboles et les valeurs, on va en cacher d'autres, puis on va en obtenir d'autres. Fait que c'est ça. On décide de jouer les cartes qu'on a dans notre main sur nos cartes pour nous enlever des points, ou sur les cartes de nos opposants pour augmenter leurs points. Puis c'est un peu ça le jeu. Des fois, on a des cartes événements aussi qui viennent brasser les cartes un peu, qui vont faire en sorte qu'on pourra plus faire telle ou telle action, ou qui vont avoir des cartes qui vont se rajouter. Fait que c'est un jeu assez simple à jouer. C'est un peu de gérer, de regarder qu'est-ce que les autres joueurs ont, quel joueur a l'air d'être en tête pour pouvoir soit tuer
de façon prématurée leur personnage pendant qu'ils valent pas beaucoup de points, ou essayer de remonter leur score pour éviter qu'ils perdent trop de points. Parce que les points négatifs, dans le fond, c'est ça que tu veux, parce que plus ils sont négatifs, plus ils sont dans le désespoir, puis plus c'est bon pour toi. C'est comme au golf. Exact. Belle comparaison, ça. Ouais, j'avais joué avec toi un petit bout déjà, là. Je me rappelle plus de tous les détails, là, mais il me semble que qu'est-ce que je me rappelle, j'avais pas aimé parce qu'il y avait beaucoup de take that, là, tu montes une carte, puis là, les autres, ils font juste comme rajouter une sleeve par-dessus, puis ça scrape comme tes 3-4 derniers tours, puis ça fait que la partie est comme à... Tu penses que t'es sur le bord de finir, puis là, finalement, tu peux plus finir, ou si tu finis, tu fais gagner les autres, fait que ça fait que ça s'étire un petit peu trop à mon goût. C'est vrai que c'est très take that. C'est vrai que des fois, t'as construit ton bonhomme pour qu'il soit bien, puis ça peut prendre juste une carte pour détruire tous tes efforts. C'est vrai qu'il y a cette dynamique-là. C'est pour ça aussi qu'il faut pas trop essayer d'aller de faire des points en masse. Des fois, c'est mieux de tuer nos personnages un peu plus vite pour éviter justement que ça escalade comme ça, puis qu'on détruise tous nos efforts, puis que ça étire la partie. Y a pas de mécanique qui fait qu'on peut pas les tuer tant qu'ils ont pas un certain threshold? Dans le fond, faut juste qu'il y ait un score négatif. Dès qu'ils sont négatifs, tu peux les tuer. Ce que ça fait aussi, par contre, c'est que de tuer un personnage, c'est ta seule action pendant un round, alors que d'habitude, on en a 2-3. Puis ça fait que tu prends ton tour pour tuer ton personnage. Puis il faut que tu aies une carte pour le tuer dans les mains pour pouvoir le faire. Puis dans le fond, la partie va se terminer quand un joueur va avoir perdu toute sa famille. Puis là, à ce moment-là, il y a un décompte de points, puis on calcule juste les points des personnages qui sont décédés. C'est ça, moi je trouve ça léger. Je trouve que l'idée des cartes transparentes était quand même ingénieux. C'est sûr que c'est un peu chaotique parce que comme tu le dis, c'est très take that là, t'es tout le temps en train de mettre des cartes sur les personnages de tes opposants pour éviter qu'ils fassent des points. Ouais. Je trouve que c'est un concept qui est vraiment intéressant, mais je le prendrais sur peut-être sur un jeu plus court ou carrément avec un autre thème, là. Moi, le Cthulhu, c'est plus un déterrant qu'un atout, là, pour mes goûts personnels. Fait que... Ouais, il y a la version pas Cthulhu aussi, là. Il y a plus qu'une version de Gloom. Moi, c'est juste que j'ai eu la saveur Cthulhu. Donc c'est ça. Moi je trouve ça intéressant, je trouve ça le fun. Ça se joue avec plus peut-être des gens qui sont moins gamers, mais qui aiment quand même un peu rire de se faire péter leur stratégie. Donc c'était Cthulhu Gloom, designé par Keith Baker et publié aux éditions Atlas Games. Moi récemment j'ai aussi joué au jeu Clank Catacombs de Paul Dennen et Dire Wolf Games. Donc c'est ceux qui ont fait Dune Imperium aussi. Puis c'est un autre jeu de deck building plus autre chose. Donc pour ceux qui connaîtraient pas Clank, c'est quand même une série qui est rendue avec plusieurs titres. Mais en gros, on est comme des aventuriers, mais plus comme des voleurs qui rentrent dans le repère. Dans ce cas-ci, c'est d'un dragon, là, mais en tout cas d'un gros méchant boss. Puis on essaie d'aller voler ses trésors, puis de ressortir avant qu'il se fâche trop, puis qu'il nous pète la gueule. C'est pas mal ça le concept du jeu. Puis c'est un jeu de, comme j'ai dit, de deck building. Fait qu'on va tout commencer avec le même paquet de cartes. Il va y avoir un marché de 5 cartes qui va se renouveler au fur et à mesure que les joueurs en achètent. Puis les cartes, ils vont avoir différentes valeurs dessus. Il y a de la valeur pour acheter des cartes, il y a de la valeur pour déplacer notre personnage dans le repère. Il y a des valeurs qui nous permettent de faire des combats, donc il y a des cartes qu'on peut pas acheter mais qu'on doit en fond les battre, puis ils vont pas dans notre deck mais ils vont nous donner un effet au moment où on les bat. Il y a certains chemins dans le donjon pour passer par là, ben ça va prendre des valeurs de combat parce que c'est comme s'il y avait des petits monstres dans le chemin. Puis c'est ça, il y a des trésors qui vont être sur le terrain dans les Clank originaux, si on veut,
les trésors qui valaient le plus cher étaient les plus loin de la porte d'entrée et de sortie. Puis dans le fond, le but du jeu, c'était d'aller le plus vite possible chercher un artefact puis de ressortir avant de se faire pogner, si on veut. Puis si la fin de la partie se déclenche, si on n'est pas revenu... en fait, si on revient jusqu'au départ, on a un gros bonus de points. Si on revient en zone safe, si on veut, on va pouvoir scorer nos points. Puis si on réussit pas à revenir en zone safe, ben peu importe le nombre de points qu'on va scorer pendant la partie, ben on perd parce qu'on se fait manger par le dragon. Puis la nouveauté de Catacombs qui est sortie l'année dernière, c'est que le donjon, au lieu d'être un plateau fixe, ça va être des tuiles modulaires qu'on va explorer au fur et à mesure que la partie avance. Donc, quand on arrive à un chemin qui mène nulle part, ben on pige une tuile au hasard, puis on la place devant où est-ce qu'on veut aller. Puis là, quand c'est nous qui explorons, on va avoir un peu le choix de l'orientation qu'on met notre tuile, parce que les tuiles, ils ont comme plusieurs chemins qui se croisent, puis il y a différentes cases, puis des fois, toutes les cases d'une même tuile sont pas nécessairement reliées entre elles, là. Fait que, dépendamment de comment on les place, on peut avoir des chemins plus courts ou plus longs pour se rendre à certains endroits. Fait que c'est un peu ça la twist de celui-là. C'est sûr que d'une partie à l'autre, le donjon va être différent, fait qu'on a un peu plus de variété. Ça va peut-être plaire à certains joueurs qui ont joué beaucoup à Clank puis qui commencent à connaître le plateau un peu par cœur, si on veut, puis qui font tout le temps le même trajet. Mais moi, j'ai trouvé que c'est un jeu où il y a déjà beaucoup de hasard, étant donné que c'est un deck building, fait que tu piges ta main de 5 cartes à chaque fois, puis des fois tu pognes pas, même si t'as acheté des cartes qui ont des bonnes synergies ensemble, si t'es piges pas en même temps, ben ça donne rien, tu sais. On a le marché tournant que des fois, tu sais, il y a une super bonne carte qui sort, mais comme après ton tour, fait que si tu joues à 3 ou 4 joueurs, il y a des très bonnes chances que les autres joueurs vont l'acheter avant que t'aies même la chance de réagir. Puis là, c'est que tu rajoutes en plus les tuiles. Des fois, il y a des tuiles qui sortent qui peuvent être vraiment avantageuses pour certains s'ils sont allés dans une certaine stratégie ou whatever. Ou tu sais, ça peut arriver que tu piges aucune tuile qui a un artefact dessus, puis que tu faut quasiment que tu cours après les autres pour aller leur voler le leur. Mais tu sais, comme vu que c'est eux qui ont placé leurs tuiles, ils vont s'être avantagés plus que toi. Puis en plus, des fois, quand il y a certaines cartes qui sortent, ça fait tourner les tuiles sur lesquelles il y a des joueurs de présent. Donc, tu pouvais avoir un plan, t'as fait un chemin, puis tout va bien, puis là, tout d'un coup, ta tuile tourne, puis t'as plus de chemin possible pour te rendre au départ, puis là, t'es un peu fourré. Ouais, fait que c'est beaucoup plus difficile de planifier comment on va se rendre à un trésor donné, parce qu'on sait pas ils sont où. Puis étant donné que la catacombe va muter un peu au cours de la partie, ça fait que c'est plus difficile de planifier puis qu'on a comme trop de hasard. C'est un peu ça ton interprétation. C'est un peu mitigé parce que dans le fond, les premières tuiles qui vont être pigées sont comme, tu sais, il y a comme 2 catégories là. Tu mélanges celle de départ puis celle plus tard, puis tu mets celle de départ sur le dessus là. Fait que tu vas pas tomber sur le gros artefact dès le début, mettons, là, mais oui, c'est quand même, je trouve que c'est comme une coche de plus d'aléatoire sur un jeu qui en avait déjà pas mal. Ouais, je pense quand même que, comme tu disais, l'objectif derrière cette construction-là du donjon, c'était pour rajouter de la rejouabilité puis faire en sorte que d'une fois à l'autre, on ait un donjon qui soit complètement différent. Mais j'avoue que ça affecte le reste de l'expérience un peu. C'est pas nécessairement optimal. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est dommage parce que je trouve que le jeu, il y a beaucoup de caractère, si on veut. Là, il y a du flavor text sur toutes les cartes qui est quand même assez rigolo. Puis c'est le fun parce que quand t'attends ton tour, ben tu lis c'est quoi le truc sur tes cartes. Genre, s'il avait voulu garder ça en place, il l'aurait cloué au plancher. Il y a un petit ton humoristique que j'aime beaucoup, mais c'est ça. C'est dommage que ça soit... En tout cas, moi, je préférerais jouer à l'original ou en fait, l'original, j'ai jamais joué. J'avais joué à la version In Space, là, qu'on m'a dit que c'était à peu près la même chose, mais avec une thématique différente, là. Parce que là, justement, il y a des petits clins d'œil à Star Wars, Star Trek et plein d'autres
petits univers de science-fiction, là. Donc, c'était Clank Catacombs de Paul Dennen et Direwolf. Cool. Fait que ça fait le tour des jeux qu'on a joués récemment. Donc, maintenant, on va passer au plat principal, notre duel, qui a suivi la thématique des chemins d'Alexander Pfister, parce que en effet, on va défendre chacun un jeu qui a été designé par cet auteur-là. Et je vais commencer par le jeu Great Western Trail Argentina. Donc, c'est designé par Alexander Pfister, comme on n'arrête pas de le dire, et c'est publié par Eggertspiel. Donc, Great Western Trail Argentina, c'est Great Western Trail 2e édition, mais un peu modifié. On garde quand même la thématique centrale qui est de vendre nos vaches le plus cher possible. On sait de construire notre cheptel de vaches, s'assurer que ce soit les meilleures vaches qui soient dedans, puis aller les vendre pour pouvoir faire un maximum de profit. Ça a l'air très simple comme ça, mais au final, il y a beaucoup de mécaniques qui vont s'ajouter autour de ça. C'est pas un jeu particulièrement léger, surtout parce que son manuel d'instruction est peut-être pas nécessairement le plus facile à suivre, puis c'est difficile de retrouver des fois certaines règles particulières du fait de sa structure, mais je le trouve très satisfaisant à jouer une fois qu'on a appris à le prendre en main. Donc, dans Great Western Trail, on a notre plateau central où il y a justement il y a un chemin. Il y a une route qu'il faut suivre et on va faire progresser nos cow-boys sur cette route-là. À travers la route, ils vont rencontrer différents obstacles. Donc, il va y avoir des fermiers dans le besoin qu'on peut aider à l'aide de nos vaches. Il va y avoir des buildings qu'on va pouvoir utiliser pour faire différentes actions. On a un train qu'il faut faire avancer. Ce train-là, dans le cas de Argentina, nous permet d'avoir un raccourci pour aller à Buenos Aires, où on peut vendre nos vaches. Donc, on a une thématique de deck building qui est assez importante aussi, parce qu'à chaque round, on va se compléter notre main de vaches, puis on va acheter des vaches. Je sais que Sam, toi, j'ai vu ta face, vous l'avez pas vu, mais j'ai de la misère à appeler ça du deck building. Il y en a un peu, puis c'est pas nécessairement, t'es pas nécessairement obligé aussi d'aller beaucoup là-dedans, parce que vu qu'il y a comme plein de façons de faire des points. Ouais, mais je comprends que t'achètes des cartes et rajoutes à ton deck, mais les cartes en tant que telles, t'y joues jamais, ils font rien toutes seules. Ben, dans Argentina, tu peux maintenant les dépenser plus pour faire justement pour aider les fermiers avec leurs problèmes. Puis dans le fond, chaque fermier a besoin de vaches fortes, puis tu peux acheter des cartes pour leur force plus que pour leur valeur. Oui, mais encore une fois, tu sais, oui des fois, puis même dans l'original, quand tu fais une action, tu dois dépenser des cartes de valeur précise ou de couleur précise ou deux pareilles ou whatever. Fait que c'est plus comme des ressources quasiment que des cartes que tu vas jouer, tu sais. D'où j'ai de la misère à appeler ça un deck builder. Ouais. Si t'aimes beaucoup le deck building, là, les Hero Realms, les Clank, ce genre de jeux-là, ça veut pas nécessairement dire que tu vas aimer Great Western Trail, tu sais. Ouais. Déjà du fait que c'est sûr qu'il y a pas tu fais pas de synergie avec tes vaches, là. Non, c'est ça. Puis c'est pas un défaut, là. C'est juste, mais en même temps, je sais pas comment j'appellerais ça, mais c'est pas du deck building. C'est juste ça que je veux dire. Ouais. Je vois ton point, mais en même temps, je verrais pas comment l'appeler autrement. Non, c'est ça. C'est plus light, tu sais, dans le sens où il y a moins de réflexion à savoir, tu sais, quelle vache t'as besoin. Tu sais, souvent, ça se résume à, bon, il me faut une vache verte, il me faut une vache mauve de plus. Puis c'est ça. Mais t'as quand même l'aspect d'avoir des cartes dans ta main, tu les joues, tu crées une défausse. Quand ta défausse est vide, tu rebrasses. Mais ouais. Je comprends ton point. C'est un genre d'hybride de deck building puis de gestion de ressources, en fait. Ouais. C'est juste que tes ressources, c'est des cartes. Ouais. C'est ça. Puis t'as aussi à ça la gestion des différentes actions, qui est assez impressionnante, parce que dans le fond, on peut se déplacer de tant de positions sur la route avec notre cowboy, puis on peut décider d'arrêter pour faire les actions qui sont sur les bâtiments. Les actions des bâtiments, ça peut nous permettre on peut vendre une vache, dans le fond, défausser une carte pour pouvoir faire de l'argent. On peut engager des employés. Ces employés-là nous permettent de
de rendre d'autres actions plus fortes. Fait qu'on a des gauchos, j'allais dire c'est comme des cowboys, mais ils s'occupent dans le fond du troupeau de vaches. Puis d'en avoir plusieurs, ça nous permet d'avoir accès à plus de vaches dans le marché qu'on veut aller acheter. On a un bonhomme un constructeur qui nous permet de construire des bâtiments plus forts à mesure que la partie va avancer, qui ont des habilités plus intéressantes puis qui valent plus de points. On a un machine qui bloque l'adversaire. Oui, ça aussi c'est intéressant parce que c'est pas mal la seule interaction entre une des rares interactions qu'il y a entre les joueurs parce que c'est quand même pas mal solitaire. Quand on construit des bâtiments, il y a certains bâtiments qui forcent notre opposant à nous payer. Ben oui, ça, mais aussi tu disais on avance d'un certain nombre de cases, mais c'est vraiment juste les cases où il y a déjà des bâtiments. Mais t'es obligé de compter les bâtiments de l'adversaire, même si techniquement si t'arrêtes dessus, tu peux pas l'utiliser. Exact, c'est vrai. Fait que tu peux ralentir tes opposants. C'est sûr que sur la carte, il y a beaucoup aussi de Y. Dans le fond, il y a des chemins qui se séparent. Puis des fois, souvent t'as un chemin qui est plus sécuritaire. Puis t'as un chemin qui est plus ardu, qui souvent qui dans le cas d'Argentina va avoir des fermiers dans le besoin qu'il faut payer quand on passe sur leur terrain, mais qu'on peut aussi aller aider pour obtenir des récompenses. Le chemin ardu va aussi avoir des emplacements de bâtiments un peu spéciaux qui vont nous permettre de faire des actions supplémentaires, mais au détriment, dans le fond, de l'argent qu'on va dépasser si on a besoin de rencontrer des fermiers. Fait que c'est ça. Fait qu'en faisant des constructeurs, on peut construire plus facilement des bâtiments, puis on peut en faire des plus forts. On a le machiniste qui nous permet de bouger notre locomotive plus rapidement. Sur le chemin de fer, dans le fond, c'est ça. Dans Argentina, on débloque des raccourcis vers Buenos Aires, mais on peut aussi décider d'aller investir dans des gares. Quand on investit dans une gare, ça nous permet de récupérer certains avantages puis des points en fin de partie. Donc c'est ça, on avance sur la route comme ça. Une fois qu'on arrive au bout, on vend nos vaches. Et quand on vend nos vaches, il va falloir d'abord déterminer où on veut les vendre, puis dans le fond, en fonction de la valeur de notre cheptel de vaches, on va pouvoir utiliser un bateau qui vaut plus ou moins cher. Puis la twist, c'est que on peut juste vendre des vaches uniques, parce qu'il y a personne qui veut acheter de vaches pareilles. Ben non. Fait qu'il faut avoir une main de vache toutes différentes. Idéalement. Puis t'es pas obligé, mais c'est que sinon c'est moins optimal, mettons. C'est ça, c'est de l'argent perdu. Puis dans le fond, après ça, on doit payer du grain pour que nos vaches puissent faire le voyage, puissent dans le fond survivre, parce que nos vaches vont être vendues dans différentes villes. J'ai oublié les noms. Pas bien grave. C'est pas ça va en Europe. Ouais. Puis à ce moment-là, ce qui est aussi une autre twist intéressante, c'est qu'on a tout le monde a son plateau personnel sur lequel on fait le suivi de nos employés, mais aussi on a des actions spéciales qu'on peut débloquer ou on peut améliorer certaines actions qu'on a déjà débloquées en déplaçant des disques, en libérant dans le fond les espaces sur notre plateau personnel. Puis pour libérer ces espaces-là, on peut investir dans une gare ou quand on vend nos vaches, on peut mettre un disque. Et ainsi on a comme une progression à mesure que la partie va avancer. Puis une fois qu'on a vendu nos vaches, on revient au début de la route, puis on rebook comme ça. Puis il y a comme une gestion de la fin de la partie qui se fait qu'à chaque fois que quelqu'un fait le tour du circuit, on a un marqueur de partie qui avance, qui progresse, puis une fois que le marqueur débarque de la piste, ben c'est la fin de la partie, puis on arrête là. Fait qu'il y a un peu une gestion de justement, est-ce que je veux tourner rapidement puis amener la fin de la partie plus vite, ou je veux prendre mon temps parce que toutes les actions sur le plateau ont l'air cool. Ça, c'est un peu mon problème. J'aime ça faire les actions, puis je suis comme, c'est nice, je peux faire ça, puis là, j'ai l'impression de faire plein d'affaires, puis à côté, il y a Sam qui passe 2 fois devant moi parce qu'il va vendre ses vaches vite. Fait que j'ai fait plein de points avec ça, puis je m'en sors pas si mal. Puis à Argentina, j'étais battu parce que j'ai fini en premier cette fois-là. Ouais, ça a été serré.
Pas mal plus serré que la dernière partie qu'on a jouée sur Board Game Arena de Western Trail. Ouais, celle-là, j'aime mieux pas en parler. C'était honteux. Mais c'est pas grave. Dans la défaite, j'ai eu beaucoup de plaisir. Parce que, vraiment, une fois qu'on l'a en main, je trouve qu'il y a plein d'options, il y a plein de choses à faire. Ce qui est difficile pour moi, c'est que moi, vu que je trouve que tout est cool, j'ai de la misère à me focusser sur quelque chose. Puis ça, c'est un point qui est important. Si on veut gagner, il faut un peu choisir notre stratégie gagnante puis la pousser au maximum. Tu sais, là, on a parlé de quelques affaires, mais tu sais, là-dedans, t'as plein de petites actions, puis à chaque fois que quand t'engages tes employés, tu vas avoir des actions supplémentaires qui vont se débloquer. Tu peux décider d'enlever ces bonhommes-là pour pouvoir refaire ces actions-là. Nos actions auxiliaires, ils changent, dans le fond, en fonction de qu'est-ce qu'on va décider de faire. Dans Argentina, on a aussi les villes dans lesquelles on envoie nos vaches, qu'on peut aussi, qui sont comme 3 petits plateaux de jeu, sur lesquels on peut aussi dépenser du grain supplémentaire pour pouvoir faire des points et faire de l'argent. T'as une dynamique avec les bateaux dans Argentina aussi, où est-ce qu'on a, quand on load nos vaches sur les bateaux partent pas tout de suite, mais à un moment donné dans la partie, les bateaux partent vers leur ville de destination, puis là, ces bateaux-là sont remplacés par d'autres, qui, eux, partiront pas, mais vont donner des points. Il y a beaucoup de choses à penser. Il y a beaucoup de stock. Ouais. Puis, sérieux, moi, je trouve ça très satisfaisant à jouer. Je trouve que j'ai le goût de tout faire dans ce jeu-là, puis c'est un peu mon problème. Je pense que ça fait pas mal de tour rapidement. Ouais. Ben, je pense que peut-être pas besoin d'aller dans trop de détails parce que on peut se perdre facilement. Il y a quand même pas mal de fiddliness dans les règles, tu sais, qu'il faut faire attention, puis il y a beaucoup de maths à faire pour savoir qu'est-ce que je peux faire, puis comment on dépense nos employés, puis tu sais, c'est pas un jeu que je qualifierais de léger, mais je pense qu'il vaut la peine de s'y attaquer. Ouais, rapidement avant de passer à Maracaibo, juste un petit mot Argentina versus OG Great Western Trail. Je pense pas que ça vaut la peine d'avoir les 2 jeux dans sa collection. Puis je sais pas si je recommanderais de commencer avec Argentina parce qu'il est quand même plus compliqué. Là, ils ont rajouté des mécaniques de plus, ils ont rajouté des systèmes de plus. Le core loop est à peu près pareil, mais les façons de scorer puis les petits trucs qu'ils ont rajoutés, ça rajoute de la profondeur, mais ça rajoute aussi des la règles. Complexité, ouais, c'est ça. Par contre, un truc que moi, ce que j'aimais bien, par contre, par rapport au jeu original, c'est une différence qui peut avoir l'air un peu niaiseuse à première vue, mais que moi je trouve qui est quand même intéressante, c'est que dans Argentina, on commence sans carte d'objectif. Fait qu'on est déjà un peu plus libre de faire ce qu'on veut parce que les cartes objectifs, c'est des cartes qui peuvent soit nous valoir des points si on les réalise, mais c'est aussi des points négatifs si on les réalise pas. Fait que ça nous oriente déjà vers une stratégie qui est peut-être pas nécessairement celle qu'on a le goût d'adopter pour la partie. Bon, on pourrait dire aussi que si ça nous dirige, ça fait qu'on fait moins n'importe quoi, mais mais moi, en même temps, c'est pas une grosse partie du score, là. Non. Tu pourrais quand même décider, tu sais, si mettons tu veux vraiment faire une stratégie, tu pourrais quand même ignorer ton objectif du début ou tu sais à moins, ben ça dépend c'est lequel que t'as là, c'est sûr. Là. Il y en a qui sont plus faciles à faire que d'autres, mettons là. Ouais, non. Que t'as besoin de vrai, tu sais, sûr que faut que tu livres à plus grosse ville ou au plus gros bateau, mettons, faut vraiment que tu t'enlignes pour ça, mais en même temps, c'est ça qui fait tourner la roue là. Ouais. De livrer les vaches, là, c'est ta grosse source de revenus. Là. T'as comme pas le choix d'embarquer dans ce game-là un peu. Là. Ouais, parce que c'est vrai que c'est tes vaches qui font que tu fais de l'argent. C'est ça. Principalement. Bon, là, il y a sûrement des joueurs hyper compétitifs qui ont joué full de fois qui vont dire ah non, il y a des stratégies viables sans faire ça. Faut juste que tu fasses telle affaire au premier tour, suivi de telle affaire au deuxième tour, puis si vous connaissez ces stratégies-là, éduquez-nous. Écrivez-nous ça dans les commentaires. Oui. Fait que c'est ça. Fait que ça fait pas mal de tours rapides de Argentina. De Great Western Trail Argentina.
Fait que Sam, présente-nous maintenant ton jeu d'Alexander Pfister. Ouais, moi, c'est le jeu Maracaibo, qui est plus récent que Great Western Trail, mais moins récent que Argentina. Et puis c'est un jeu qui ressemble beaucoup, en fait, à Great Western Trail, mais qui, en même temps, il y a pas mal de différences aussi. C'était dans les Caraïbes, à l'âge d'or de la piraterie. Les joueurs sont comme des capitaines de vaisseaux marchands qui vont se promener dans les Caraïbes. Comme dans Great Western Trail, on va avoir un circuit en boucle qui va avoir des embranchements, puis à notre tour, on va avancer d'un certain nombre de cases, puis on va faire les actions de l'emplacement où est-ce qu'on arrive. Lui, il a la particularité que plus on avance loin, plus les actions qu'on va faire vont être fortes si c'est des actions de village. Parce que il y a certains emplacements qui sont des villages, il y a certains autres qui sont des villes. Puis là, quand on est en ville, on fait pas les mêmes actions que quand on est au village. Encore une fois, c'est un jeu qui est quand même assez complexe, qui a beaucoup de mécaniques, beaucoup de petits points de règle. Mais en gros, c'est ça. On va se promener dans les Caraïbes. On va avoir une main de cartes, mais c'est pas du tout un deck builder. Celui-là, c'est plus comme de la gestion de main. Puis les cartes sont multi-usages. Fait qu'on peut soit les engager comme membres d'équipage, en faisant des actions de village qui nous permettent d'engager les cartes qu'on a dans notre main. Puis là, faut payer le coût. La plupart du temps en pièces d'or, mais des fois avec d'autres ressources aussi. Les cartes peuvent aussi être dépensées comme ressources quand on arrête dans une ville. Fait que là, on défausse la carte tout simplement qui a le bon icône de ressources parce qu'on c'est comme si on vendait cette marchandise-là qui est en demande dans cette ville-là. Puis là, ça va nous permettre, un peu comme dans Great Western Trail, de prendre des disques qui sont sur notre plateau personnel puis de les mettre sur le plateau de jeu. Donc puis au fur et à mesure qu'on enlève des disques sur notre plateau personnel, notre bateau, si on veut, s'améliore. On va avoir des actions de plus qu'on peut faire. Ça peut nous donner des bonus de revenus, des bonus de points, etc. Il y a un aspect quand même intéressant qu'il y a certains bonus qui sont plus forts, mais qu'on peut pas débloquer en premier. Donc on a à toutes les fois qu'on doit améliorer notre bateau puis placer un 10, on a comme une décision à prendre parce qu'on pourra pas toutes les enlever pendant la partie, donc faut vraiment choisir lesquels qu'on veut débloquer en premier, puis il y a plusieurs choix qui sont viables. Il y en a peut-être un qui vaut vraiment la peine. Tôt. Un ou deux en fait là, il y a quand même des actions de plus que tu peux te donner ou t'as moins besoin de te déplacer pour faire plus d'actions, puis il y en a un aussi qui te permet d'avoir une main de carte plus grosse. Fait que, ils sont tous bons à aller chercher vite, ceux-là, mais en même temps, en début de partie, t'as pas beaucoup d'argent, fait qu'aller chercher de l'argent, ça peut être bon aussi, puis en tout cas. Fait que, des choix intéressants là. Une autre façon qu'on peut utiliser les cartes pour une autre sorte de ressources qui vont servir pour des quêtes, parce qu'il y a certains endroits sur le plateau qu'il y a des quêtes à accomplir. Donc, on défausse nos cartes, on accomplit ces quêtes-là, ça va nous donner des points immédiats, ça va nous donner des bonus. Bonus qui vont être plus ou moins forts dépendamment des membres d'équipage qu'on a ajoutés à notre bateau. Donc, encore une fois, beaucoup de systèmes, beaucoup de choses à considérer à toutes les actions qu'on fait. Une de ses twists à lui, c'est qu'il y a une espèce de campagne semi-legacy, si on veut, mais qui est pas... il y a une genre de trame narrative, là, mais honnêtement, si vous êtes du genre à triper sur les campagnes puis les histoires, puis vous dites « Ah, un jeu euro qui a une campagne, ça va être cool. » Faut que vous aimiez les euros plus que les campagnes pour vraiment apprécier Maracaibo, je pense. Ouais, l'espace à la narration, il est pas très grand, mettons, dans ce type de jeu-là. Non, c'est ça, c'est que tu vas avoir, à chaque fin de ronde, tu vas revirer une carte, puis là, il y a un petit paragraphe qui va dire qu'est-ce qui s'est passé, puis si t'as fait telle action pendant la ronde, là, l'histoire, elle progresse, puis tout ça, mais tu sais, c'est vraiment minime. L'aspect intéressant de la campagne, en fait, c'est que ça va... c'est un peu comme une façon de changer le setup de départ, là. Il va y avoir des emplacements qui vont être
pas nécessairement aux mêmes places, des embranchements de chemin qui vont être bloqués à différents moments de la campagne parce que il y a des tempêtes ou il y a une ville où il y a une épidémie, fait que là on peut plus arrêter là, mais on va pouvoir y retourner si on amène des médicaments pis des trucs comme ça là. Fait que tu sais c'est des petits flafla qui est cute, mais tu sais c'est pas ça qui fait que t'as le goût de retourner au jeu, en tout cas dans mon cas là. C'est plus comme c'est un solide jeu euro de gestion pis tout ça, puis comme la campagne c'est comme plus une excuse pour varier ton setup si on veut. Pas avoir exactement la même partie à toutes les fois. Puis comme dans Great Western Trail, dans le fond, quand on arrive au bout du circuit, ben là on va comme déclencher la fin du round. Le premier qui arrive va avoir un petit bonus, puis les autres ont comme un tour ou deux pour essayer de finir la boucle si on veut. Essayer de finaliser leur plan. Puis des fois, ça peut les scraper pas mal. Parce que des fois, tu t'es dit, j'ai besoin d'arrêter à 3 places, mais finalement, tu peux juste arrêter à 2 parce que l'autre est arrivé au bout du chemin trop vite. Fait que c'est ça, là, est-ce que tu vas arrêter aux places que tu voulais ou est-ce que tu rushes pour te rendre jusqu'à la fin? Parce que l'action bonus à la fin de la loupe, si on veut, est quand même vraiment forte. Fait que ça vaut la peine de la faire la plupart du temps, tu sais. T'as un bon incitatif à compléter. C'est un peu, ça amène un peu à parler de, je pense, la grosse différence entre Maracaibo et Great Western Trail, c'est le niveau d'interaction entre les joueurs. Dans Maracaibo, il y a beaucoup plus d'interaction parce que t'as la traque politique, dans le fond, les conflits militaires dans lesquels tu t'impliques peuvent avoir des impacts sur les autres joueurs. C'est ça, j'en ai pas parlé encore. Ouais, excuse, je l'ai pas, je vais essayer d'en parler avant. Ouais, fait que c'est ça, on a dans le fond 3 nations qui sont là, puis il y a certaines actions qui vont nous permettre d'aller nous battre au nom de cette nation-là, puis qui vont nous permettre d'augmenter notre influence avec eux, puis d'augmenter l'influence de cette nation-là sur le plateau. Puis peu importe le nombre de joueurs, il y a toujours 3 factions, puis c'est pas comme au début de la partie t'en choisis une, puis tu fais juste t'investir dans celle-là. Tu peux comme t'investir dans les 3 comme tu veux. Dans le fond, à chaque fois que tu fais un combat, tu choisis un peu pour qui tu vas te battre. Puis en fin de la partie, dans le fond, plus une nation va avoir de présence sur le board, plus elle va avoir de points, puis plus on a nous mis de l'influence dans cette nation-là, puis monté sur cette piste-là, plus ça va nous rapporter de points à nous. Il y a comme une espèce de multiplicateur, là. Honnêtement, là, j'ai joué peut-être 12 fois au jeu, puis à chaque fois, il faut que je regarde comment ça marche, parce que je m'en rappelle jamais, là. C'est pas si compliqué, mais quand même assez compliqué pour que je m'en rappelle plus, puis que je sois pas capable de l'expliquer là, mais bref. C'est un peu fiddly. C'est ça. Plus une nation a de l'influence, plus elle vaut de points, puis plus moi j'ai participé à ce qu'elle gagne en influence, plus je vais en bénéficier. C'est comme pas exponentiel, là, mais multiplicatif. Puis c'est ça justement, en fonction de ce que les autres joueurs vont faire, tu peux décider de soit aller avec eux autres dans le même conflit, ou justement de favoriser un autre conflit pour faire en sorte que la faction avec laquelle ton ennemi est bon ne soit pas celle qui domine le plateau, pour qu'elle vale moins de points. Fait que là, cette interaction-là qui est en jeu, fait qu'on va peupler la carte de cubes des différentes factions, mais puis il y a des forts, en fait, il y a des forts dans lesquels on peut mettre des bonhommes, mais qui peuvent aussi être déplacés par certaines actions de combat avancées. Fait qu'on a ici un peu l'interaction. La plupart aussi des villes sur le chemin vont avoir seulement un emplacement pour mettre un disque. Fait qu'il y a un peu une petite course ici. Fait que tu peux essayer de bloquer les autres joueurs, faire en sorte qu'ils dépensent pas leur disque puis qu'ils puissent pas s'améliorer en essayant de prendre le chemin que tu penses qu'ils vont aller pour pouvoir leur empêcher de vendre aux endroits intéressants. On a aussi les quêtes. Il y a un peu cette petite course à savoir qui va réussir à faire les différentes quêtes. Tu peux les faire, comme ça les autres joueurs peuvent pas les faire. Puis on a, c'est ça, la fin de la loupe, qui fait que justement tu forces les autres joueurs à soit changer leur plan ou à courir vers la fin pour pouvoir profiter eux autres aussi des actions finales. Alors que dans le Great Western Trail,
tu y vas à ton rythme. La grosse interaction, c'est genre que tu peux faire payer quelqu'un puis qu'il te donne de l'argent. Ou t'es ralenti. Ou t'es ralenti un peu. En même temps, tu te ralentis toi aussi. Ouais, fait que ça touche tout le monde égal, tu sais, il y a peut-être les chemins de fer, tu sais, où est-ce que là tu peux bloquer un peu quelqu'un parce que tu peux aller chercher les bonus avant. Mais sinon, tu sais, tout le monde est un peu, tu mets pas beaucoup de bâtons dans les roues aux autres. Alors que dans Maracay Bow, tu peux le faire un peu plus. Mais ça reste quand même du solitaire en multijoueur, quasiment. Je suis d'accord que Maracaibo est plus interactif que Great Western Trail, mais tu sais, c'est pas mon premier exemple, mettons, de euro interactif. Non. T'avais-tu d'autres choses à dire sur le jeu ou si on peut commencer à... Non, on peut continuer de les comparer, là. Comme tu dis, dans les deux cas, les joueurs ont comme du contrôle sur le tempo de la partie, là. On peut aller plus ou moins vite pour faire la boucle, mais je pense que dans Maracaibo, c'est encore plus important puis plus dicté par les joueurs, puis tu sais, dans Great Western Trail, tu peux avancer lentement puis arrêter à toutes les places pour faire toutes les actions, puis ça va potentiellement être viable quand même. Versus que dans Maracaibo, ben si toi tu décides que tu fais ça, mais moi que j'avance de 7 à chaque fois, ben c'est pas long que j'arrive au bout, puis là il y a plein d'actions que t'auras pas eu le temps de faire finalement. T'sais. Ouais, c'est ça, t'es un peu obligé de t'ajuster au plus rapide tout le temps parce que quand la loupe a fini pour quelqu'un, elle a fini pour tout le monde. C'est ça. Un truc qui me... Je suis un peu indécis à savoir si j'aime ça ou si ça me gosse un peu dans Maracaibo, c'est les cartes. Tu sais, je trouve que tu sais Faut pas que tu t'attaches à tes cartes. Non, faut pas que tu t'y attaches, mais tu sais aussi c'est que tu peux être malchanceux sur les cartes. Bon, c'est sûr que tu sais il y a beaucoup d'options, puis tu sais tu peux garder une carte qui t'intéresse pour l'utiliser plus tard. Mais je trouve que dans un jeu où tu sais il y a pas de place au hasard ben, tu sais, ou sinon que le hasard touche tout le monde, tu sais quand c'est les missions qui sont piochées ou les marchandises en demande dans les villes, tu sais ça affecte tout le monde. Mais là les cartes ça ajoute une petite dimension d'incertitude que tu sais la mécanique est le fun, mais ça me gossait un peu de devoir dealer avec les cartes, puis tu sais des fois tu te ramasses avec une main puis t'es comme meh. Ouais, mais t'as une des actions que tu peux faire, c'est flusher ta main puis prendre du cash, tu sais. Ouais. Mais c'est pas des tonnes de cash, puis c'est une action que si t'avais eu une bonne carte qui aurait été vraiment mieux. Fait que c'est ça. Ça c'est le petit truc qui Ben, tu sais il y a des trucs le fun à faire avec les cartes, mais il y a le fait que tu dépends un peu d'eux autres. Ouais, ben moi je trouve que c'est plus intéressant que la gestion de cartes dans Great Western Trail, que c'est juste comme j'ai-tu 4 couleurs différentes ou pas? Oui, non, ben comme je fais plein de cash ou j'en fais pas, puis comme... Mais justement le rôle des cartes je trouve il est diminué dans Great Western Trail, fait que tu sais ça fait que si t'as pas une super bonne main, t'es pas trop stressé, puis t'as des moyens t'as des actions, des bâtiments qui te permettent d'aller les flusher, ou Ouais, mais dans Maracaibo les... aussi, t'as à peu près 12 façons que tu peux discarter les cartes puis faire quelque chose. Là. Puis tu peux le faire n'importe où, versus dans Great Western Trail, si je veux me débarrasser d'une blanche, ben il faut que j'aille absolument sur un bâtiment qui demande de discarter une blanche. T'as ton token pour flusher les cartes aussi. Ouais, mais c'est comme une ressource assez limitée. Là. Ouais, mais tu peux le faire. Mais tu sais, je trouve qu'il y a plus d'occasions justement de jeter tes cartes. Mais c'est ça. C'est mon petit c'est le petit truc, je pense, moi, qui... Parce que dans Maracaibo, tu pourrais le faire à tous les tours, si tu veux. Ouais, mais c'est quand même une action. Ça serait pas efficace, là, mais... C'est ça, tu sais. Mais dans Great Western Trail aussi, des fois, c'est pas efficace d'aller dépenser une blanche pour acheter des vaches quand t'as déjà... ou qu'il y a plus de cartes dans le marché, ou tu sais... Ou des fois, t'en as juste une, puis tu voudrais aller acheter, mais là, tu peux toujours le faire pareil, mais là, t'as moins d'argent. En tout cas, je sais pas, je trouve que la gestion de main est plus intéressante dans Maracaibo que dans Great Western Trail. Puis
comme t'as dit, là, il y a des moyens de mitiger ça parce qu'il y a des cartes que tu peux mettre de côté. Si le personnage est vraiment intéressant mais que t'as pas l'argent pour le bâtir tout de suite, ben tu le mets de côté puis tu remplis ta main puis là t'as peut-être pas pogné ce que tu voulais, je vais prendre mon action de village pour flusher ma main, faire plus de cash puis tu sais. Mais tu fais 2 pièces. Tu flushes toute ta main, tu fais 2 pièces. Ouais, mais en tout cas, justement, mais t'as comme pas le choix de faire ça parce que y a pas beaucoup de moyens de faire de l'argent dans ce jeu-là. Fait que, oui, c'est vrai que des fois t'as pas exactement ce que tu voulais, mais tu cycles tellement souvent ta main que un moment donné tu vas finir par tomber sur ce que t'as besoin. Puis même si tu peux pas faire exactement ce que tu voulais, c'est quasiment sûr qu'il y a un autre move presque aussi optimal que tu peux faire. T'sais. Étant donné que tu peux, t'sais, à chaque tour tu peux avancer de jusqu'à 7 cases. Fait que t'as quand même beaucoup d'options sur où est-ce que tu peux arrêter. T'sais. Ouais. Mais ça fait aussi que justement, t'es un peu obligé de tout le temps ajuster ton tour en fonction du gars qui va se rendre le plus loin possible. Puis ça, des fois, c'est ça, ça venait me chercher un peu aussi, là. Tu sais, ça venait me chercher dans le sens où, tu sais, je trouvais ça des fois difficile de devoir dire, ben là, j'avais mon tour de planifier. Là, je sais que Sam, il va y aller tout de suite. Et là, ça chie mon plan. Parce que je peux pas, je sais que je pourrais pas le faire. Puis que j'avais commencé mon tour en fonction de ça. Fait que, tu sais, de devoir un peu, tu sais, de mettre de la pression puis de devoir, tu sais, pas venir à bout de ton plan, je trouvais que c'était. En même temps, tu sais, c'est comme tu dis, c'est un point de friction, puis c'est un point d'interaction entre les joueurs, puis moi c'est ce que j'aime souvent dans les jeux, c'est d'interagir avec les autres, pas juste faire chacun sa petite affaire de son bord, puis mon puzzle finalement valait 2 points de plus que le tien à la fin, tu sais. Ben des fois c'est ça que je cherche là. Moi ça dépend un peu du style de jeu, tu sais. Là on est comme plus euro, plus gestion, tu sais. Moi j'ai plus en tête que justement il faut que tu sois optimal, puis tu sais tu puisses prendre ton temps, mais là finalement oh non je peux pas. Puis en tout cas, fait que c'est un peu ça. Mais sinon là j'arrête pas de bâcher là, mais j'ai bien aimé Maracaibo en général. Puis un truc que j'ai beaucoup aimé, par contre, ça reste l'espèce de petit aspect de tableau builder qui est à côté. Tu sais, Ouais. t'achètes tes cartes, t'engages tes bonhommes, puis là, tu as moyen de te faire des combos, puis de dire, de booster certaines actions, ou d'aller chercher des points autrement. Puis ça, j'ai bien aimé. Puis l'aspect revenu, tu sais, là, tu vas pas... À chaque fin de ronde, t'as un revenu d'argent, puis un revenu de points. Puis, tu sais, Oui, je trouve qui dépend des icônes que t'as accumulées, parce qu'il y a des cartes qui te donnent des icônes, puis il y a des cartes qui te donnent des revenus si t'as les 10 icônes, fait que tu trouves des synergies avec ton tableau finalement. Là. Ouais, ça j'ai trouvé ça bien. J'aimais ça engager plus de bonhommes pour faire plus d'argent. Ça c'est faire plus d'argent, c'est le fun. Puis tu sais tu le fais vraiment plus, tu sais dans Great Western Trail, tu sais oui, à un moment donné, tu vas avoir quelques bâtiments mais où tu vas réussir, où tu vas engager plein de bonhommes, mais tu feras pas des montagnes de points avec ça, où c'est dur de profiter de tout ça, alors que tu sais tous tes bonhommes à côté de toi dans Maracaibo, ben dès que t'es construit, ils valent un certain nombre de points. Tu progresses pendant toute la partie. Versus Great Western Trail, tu fais juste compter tous tes points à la fin, tu sais. Ouais. Mais ouais, on voit là que tu sais, ils ont fait le premier Great Western Trail, après ça ils ont fait l'extension, là après ça la deuxième édition. Puis là après ça, à Maracaibo. Non, Maracaibo est venu avant la deuxième édition. Ouais, ben tu vois, tu sais qu'il y a comme vraiment un style de jeu qui tend à vouloir se peaufiner. Mais dans le cas mais tu sais, t'as quand même une bonne différence justement du fait de l'interaction entre Maracaibo puis Great Western Trail. Je trouve c'est intéressant, mais moi j'aime mieux Great Western Trail justement parce que j'ai l'impression d'avoir plus de contrôle sur ma partie puis que on vient moins saboter mes plans. Ouais, ben moi j'aime mieux Maracaibo pour l'interaction, mais aussi tu sais, j'ai dit que la campagne c'était pas
c'est pas la mer à boire, mais c'est quand même juste assez une valeur ajoutée, puis tu sais, c'est rare les euros qui ont une campagne narrative, tu sais. C'est deux jeux quand même qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont quand même assez uniques. Tu sais, il y a pas beaucoup d'autres jeux qui ressemblent à ça. En tout cas, pas que je connais. Puis, ben, objectivement, des pirates, c'est plus cool que des cowboys. Ben, je dirais pas ça. En plus, tu sais, t'es plus un marchand qu'un pirate dans Maracaibo. Tu sais, oui, tu vas te battre un peu, mais... Ben, il y a des pirates aussi, là, surtout dans la campagne. T'as des petits choix narratifs, là, des fois que t'aies sauvé quelqu'un justement qui a été pris en otage par les pirates, fait que tu peux essayer de négocier avec eux autres ou de te battre contre eux, puis là, dépendamment des choix que les joueurs font, mais ça va pas être les mêmes ressources que t'as besoin pour comme compléter cette quête-là, puis... Fait que c'est des petits éléments cool, là, c'est pas la grosse force du jeu, mais c'est quand même c'est un beau crémage par-dessus ton gâteau, là. Avec des petits ça, c'est comme un crémage à la vanille puis avec les petits sprinkles. Les petits bonbons dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. Tandis que Great Western Trail, ben c'est un gâteau aux carottes bien plein, pas de crémage. Ben voyons. Je veux dire, tes meeples, tu peux leur mettre des chapeaux de cowboy. T'as-tu déjà vu ça, un jeu dans lequel tu peux customiser ton meeple à ce point-là? Oui. Bon, à part on va enlever tout ce qui est skirmish puis tout ça, là. Mais il y a Oak, qui est un jeu de placement d'ouvriers, que c'est des druides, puis tu leur mets différents chapeaux pour qu'ils se spécialisent. Oh. Ben, regarde. Il y en a pas beaucoup. Non. Si on parlait tantôt de Great Western Trail, ça vaut pas la peine d'avoir Argentina puis l'original. Je pense pas que ça vaut autant la peine non plus d'avoir et Maracaibo et Great Western Trail dans sa collection. Ouais. Parce que oui, ils ont des différences, mais ils ont quand même beaucoup de similitudes aussi, donc ben, à moins d'avoir une vraiment grosse collection, là. Ouais, parce que c'est vrai qu'on voit des éléments de jeu qui sont similaires, mais un peu différentes. C'est vrai que je trouve que dans une collection, ça remplit un peu la même niche. Mm-hmm. C'est un peu plus rendu là, est-ce que t'aimes plus l'interaction? Est-ce que t'aimes plus faire tes affaires de ton bord? Est-ce que t'es plus attiré par les vaches ou les pirates? Est-ce que t'aimes les campagnes? En même temps, si t'aimes pas ça, tu peux juste l'ignorer dans Maracaibo puis tout le temps jouer au jeu de base puis ça marche très bien aussi. Ouais. Mais c'est ça. C'est des jeux que, comme tu dis, c'est ça, c'est pas, ça ferait quasiment comme c'est pas loin d'un doublon dans une collection. C'est pas loin. Ça. T'avais-tu d'autres choses à dire? Non, je pense que ça fait le tour. Je pourrais dire que les plateaux personnels de Great Western Trail sont doublés. Ouais, dans la version argentine, je sais pas. Peut-être dans la deuxième édition aussi, mais il l'était pas dans la première. Ouais, non, je pense pas. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un prix premium d'attaché aux nouvelles versions. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils sont cheap dans Maracaibo, là. C'est comme c'est quasiment une feuille de papier. Ouais. Puis tu sais, qui glisse beaucoup, je trouve. Ouais, non. Pour vrai, je vais te le concéder. Le matériel est plus cheap dans Maracaibo que dans Great Western Trail. Mais bon, en même temps, c'est pas des jeux que tu joues pour les composantes, c'est des jeux que tu joues pour le puzzle, la complexité. Je pense on a pas mal fait le tour de la discussion. Ouais, ça va être à vous de parler maintenant. Vous êtes #TeamSam avec Maracaibo. Ou est-ce que vous êtes #TeamViz avec Great Western Trail Argentina? Ou sinon, dites-nous aussi c'est quoi votre jeu préféré de Monsieur Pfister. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres jeux. Moi, personnellement, mon préféré, en fait, ça serait Eye of Sky. Mais ça, c'était dans un autre épisode. Vous pouvez nous dire ça par courriel, boardgameduel@gmail.com. Vous pouvez commenter sur notre page Facebook, sur notre Instagram. Vous pouvez rejoindre notre Discord. On a différents canaux. On a un que c'est vote, où ce qu'on peut juste aller réagir avec des petits emojis pour dire si on est Team Sam ou Team Vince.
des canaux pour parler de jeux, parler du podcast, organiser des parties en ligne sur Board Game Arena. Donc, venez faire un tour. On est toujours content de lire vos commentaires, de jaser de jeux avec vous autres. On aimerait aussi remercier Chrysalis pour notre chanson thème. Et sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye. Je trouve que c'est assez polyvalent, mais c'est sûr qu'il faut être prêt à perdre. Dans le sens où généralement on va avoir beaucoup d'interactions puis on va couper ça. Donc Dominique, La Flèche, Guillaume et Cédric, qui se sont Marie aussi, j'allais oublier Marie. Je pense qu'elle m'en voudrait un peu. Elle aurait raison. Quand tu finis dernier, tu sais. C'est-tu clair? Je vais t'avouer sincèrement, depuis que j'étais curieux de savoir c'était qui faisait le artwork, puis je vais avoir quelque chose de cool à dire dessus. J'ai pas full écouté. Je m'excuse. Je suis fatigué. Qu'est-ce que j'ai fait pour... Hey Marion, si tu nous écoutes là pis que tu veux venir remplacer Vincent, give me a call. Excuse-moi. C'est Lina Cossette, dans le fond, c'est une Québécoise, fait que je voulais dire que dans le fond, il aurait fallu que je structure un peu mieux, je pensais pas que tu allais me demander de le dire là. Hey, ça valait la peine de pas m'écouter, hein? Je vais reprendre.